directement. Ok. Eh ben, on peut y aller. On peut commencer. On peut y aller. L'incubateur HEC, est-ce que vous êtes prêts? Personne ne va te répondre. Merde. Faut que tu fasses les voix. On y va. Donc, non, attends, je vais trop vite là. Donc, ce webinaire, il s'intitule Générer des leads en mode pilote automatique. Moi, en fait, je vais vous montrer 3 choses. 1, comment faire de la chasse ultra personnalisée pour aller chercher des entreprises grands comptes, des C-level. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment vous construire des bases de données de milliers de contacts en quelques clics. Et la troisième chose que je vais vous montrer, c'est comment automatiser la prospection grâce à de l'emailing automation. Je vais me présenter brièvement. Donc, du coup, moi, je suis Maxime, Paris, je suis BizDev. Ça fait maintenant plus de 13 ans. J'ai commencé quand j'avais 19 ans chez Xerox. À cette époque-là, il y a plus de 13 ans, notre seule source de prospection, c'était les pages jaunes. Et effectivement, on passait 2 jours par semaine, donc 2 jours sur 5, à faire que du call toute la journée, à faire 100, 150 calls pour nous générer en moyenne 10, 15 rendez-vous par semaine. C'est pour faire un petit background. Ensuite, j'ai fait chef de secteur chez Mars, donc je m'occupais des hypermarchés, Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. J'ai fait du corporate sales, grand compte, dans une boîte de web marketing. Et puis, tellement passionné de BizDev que j'ai fondé une société qui s'appelle MyBizDev, qui vend des business développeurs. Et j'ai même BizDev tatoué quelque part sur le corps, mais ça, je ne vous dirai où. Ou celui qui devine dans le chat sur quelle partie de mon corps est mon tatouage BizDev, lui verra offrir 2 journées de coaching avec un BizDev coach MyBizDev. C'est beau ça, Lisa, non? Franchement, ça claque. Ouais, ça Je vais claque. tenter ta chance. Donc, dans cette démonstration, déjà, si on part faire une chasse grand compte ultra personnalisée, il faut déjà en fait trouver sa source de prospection. Dans cette démonstration-là, j'ai choisi le classement de Deloitte Fast 50. C'est les 50 entreprises à plus forte croissance de France générées par Deloitte. Et je vais vous laisser dans le chat me donner un numéro et je vais aller le chercher. Je prépare pas à l'avance. Après, on va me dire que je bluffe. Alors, vous pouvez me dire un numéro entre 1 et 50 et on va s'occuper de cette société. Je fais un petit roulement de tambour. Lisa, dis-moi un chiffre. 38. 38. Avis vérifié. Marseille, Tom Bramy, 700. Oh non, celui-là, c'est le seul que je ne sais pas faire, Lisa. Un autre, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. 25. Mais non, c'est pas vrai. Je vais relever tous les défis. Peut-être que je vais me planter, on verra. Mais en tout cas, on va se battre pour aller relever ce défi-là. Donc, on va aller chercher avis vérifié. À Marseille. On va aussi se prendre un cas d'usage et limite, je vais profiter de ce webinaire pour me faire ma prospection by BizDev. On va lier l'utile et l'agréable. Qu'en penses-tu, Lisa? Je trouve ça fantastique. Fantastique. Donc, du coup, moi, mon persona, c'est soit les DRH, soit les directeurs commerciaux. Donc, on va aller chercher, ou les dirigeants aussi pour les plus petites structures. On peut aller chercher les directeurs commerciaux d'avis vérifié. Donc, pour commencer déjà à trouver l'organigramme d'avis vérifié et récupérer le directeur commercial, je vais passer par un super algorithme que vous connaissez tous et qui s'appelle Google. Ok, cool. Donc, j'aurais pu passer directement par LinkedIn, mais en fait, je me suis rendu compte que la barre de reach de LinkedIn me trouve généralement moins vite les profils que celle de chez Google. Donc, l'algo Google, il fonctionne bien plutôt pour ça. Avis vérifié, on met un S. Toujours du mal sur l'orthographe parce que vous avez vu dans ma présentation que j'ai commencé le BizDev à 19 ans. Ça veut dire que je n'ai pas une grande carrière sur les bancs de l'école qui me fait faire quelques fautes des fois de syntaxe et de grammaire. Et dans Google, ce qui peut être intéressant dans Google, en fait, c'est de taper le nom de l'entreprise, de taper le job title de votre persona et de tomber sur LinkedIn. Et généralement, vos fiches vont remonter plutôt assez rapidement. Donc, on a fait net review. Il se passe des choses là. Il se passe des choses chez Avis Vérifié. Ok, net review, verified.com. Est-ce que cette société ne s'est pas faite racheter? Est-ce que ça ne serait pas la première information ou un changement de nom qu'on peut avoir sur Avis Vérifié? Ok. Donc là, je tombe sur Romain. C'est bien notre directeur commercial. Et là, on part d'un principe. Pourquoi on va faire de l'ultra personnalisé? L'objectif, c'est aussi de pouvoir se dire que les top managers, les dirigeants ou les gens qui publient régulièrement sur Internet, sur de l'actualité, sont ultra sollicités.
Romain Zaleski, je suis certain que quand le classement de Deloitte est sorti, il a bien dû avoir sur les côtes des dizaines, centaines, voire même plus, business développeurs qui ont entamé des démarches de prospection. C'est généralement ce qui se passe. Moi, si je veux rentrer en contact avec lui, j'ai vraiment un besoin, c'est de me différencier de toutes ces personnes-là. Et donc, du coup, il faut que j'aille tenter une approche qui est ultra personnalisée. Ça marche pour Romain, mais ça pourrait marcher également pour tous les C-level du CAC 40. Donc, à ce moment-là, c'est de pouvoir se dire, qu'est-ce que moi, je pourrais voir sur ce profil LinkedIn qui me permettrait de sortir du lot et de me démarquer. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que j'aurais? J'aurais déjà peut-être les relations qu'on a en commun. Là, j'en ai 25. D'ailleurs, ça, je vais vous faire une aparté sur les utilisations de LinkedIn. Vous avez deux types d'utilisation de LinkedIn. Vous avez les personnes qui ont vraiment un réseau LinkedIn qui est filtré avec les gens qui connaissent réellement, donc qui est filtré du sur-mesure. Et vous avez d'autres types de personnes qui ajoutent tout le monde sur LinkedIn. Là, quand j'ai 25 relations en commun avec Romain, à mon avis, Romain fait partie de la première catégorie. Les gens qui filtrent vraiment leurs connaissances. Parce qu'en gros, 25, c'est pas beaucoup. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Je dois avoir 25 000 contacts. Et généralement, quand je tombe sur des gens comme moi, on a plus de 1000 relations en commun. Donc là, 25 avec Romain, ça peut être une bonne source parce qu'il y a de fortes chances qu'ils connaissent les personnes qu'on a en commun. Donc, typiquement, plutôt que de lui dire coucou Romain, je suis Maxime Paris, je vends des bizdev, je pourrais lui faire une accroche du style coucou Romain, je viens vers toi parce que j'ai vu que tu connaissais Yannick Robert. Comment est-ce que tu as posé des questions pour vraiment attirer son attention sur ça? Donc, je pourrais utiliser Yannick Robert. Qu'est-ce que j'aurais d'autre sur un profil LinkedIn? J'ai la case information. Forcément, dans cette case information-là, je vais avoir des infos. Il n'y a que moi qui ai pu les voir. J'ai la partie activité. J'aime beaucoup cette catégorie-là parce que sur la catégorie activité, je vais pouvoir voir ce que fait Romain sur ce réseau social, en fait, tout simplement. Donc, on peut aller voir les posts qu'il produit. Typiquement, j'ai une info là, c'est qu'il est quand même plutôt actif sur LinkedIn. Il l'a posté il y a une semaine, il l'a posté il y a 2 mois, il l'a posté il y a 3 mois. Il fait son petit post tous les mois. Ce qui est rigolo sur LinkedIn, c'est que vous verrez, généralement, peu importe qui vous êtes, les posts font généralement très peu d'interactions, même si vous êtes un C-level et un dirigeant. Les seules personnes qui font des interactions sur LinkedIn sont les influenceurs ou les gens qui s'en servent pour faire du business sur LinkedIn. Romain Zaleski, il a fait son petit post là sur son classement, il a 4 likes. Ce qui est intéressant en fait dans ces 4 likes, c'est que même moi, de manière proactive, je suis quasiment certain qu'il va voir mes interactions. Je ne sais pas si c'est du voyeurisme ou pas, mais quand on fait des posts sur LinkedIn, on est toujours curieux de voir quelles personnes interagissent avec nos comptes. Donc là, en fait, dans les 5, il y a moi, il doit y avoir ces 2 stagiaires et peut-être un bizdev ou 2. Et donc, je pourrais même pousser le bouchon un peu plus loin et lui mettre un commentaire pour qu'il reçoive une notification et pourquoi pas qu'il imprime mon visage. Donc après, en partant de ce postulat-là, je peux mettre 2 types de commentaires. Je peux mettre ce qu'on appelle le commentaire bateau. C'est pas le top, mais c'est mieux que rien. Romain Zaleski, félicitations pour ce classement. Ça, c'est un commentaire bateau. C'est pas ce qui se fait de mieux. Mais au moins, il va commencer à imprimer mon visage. J'aurais pu faire aussi un commentaire qualitatif. C'est quoi un commentaire qualitatif? C'est que je vais prendre soin de lire l'article. Je vais prendre le temps. Et dans le commentaire, je le taguerai, mais par contre, je lui poserai des questions. Comment vous, machin, ou que pensez-vous de, avec quelque chose que j'ai noté sur l'article. Je vais poser une question de débat. Ça a beaucoup plus de sens. Pour le souci de la démonstration, là, qui va durer 40 minutes, je ne vais pas prendre le temps de lire cet article-là, mais je pense que vous avez compris l'idée. Hop. OK. Article, activité, OK. Qu'est-ce que j'aurais d'autre sur le profil de Romain pour faire une accroche? Bien sûr, les entreprises dans lesquelles il a travaillé. Attends, Max, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je sais pas, Ouais. Arnaud, si tu souhaites intervenir. Je t'ai donné la parole. Hello Arnaud. Arnaud, n'aie pas peur. Pose-nous ta question.
Bon, bah, peut-être qu'Arnaud n'a plus de questions. Ou n'hésitez pas à les écrire dans le chat, les questions, et puis Lisa, elle me les dira à l'oral. Ça peut être aussi pratique en termes d'orga. Peut-être qu'il a essayé les boutons aussi, hein, tout simplement. Erreur de manip MD, effectivement. Donc, en termes d'expérience, 6 ans chez Avis Vérifié. Avant, il était chez Business First, chez Orange, Cali Social, SNCF. Et même ses expériences. Max, j'ai perdu le son, je t'entends plus. Max. Max. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Surtout que. Max, tu as un bug de son, tu feras attention, ton micro. Là, on t'a perdu pendant une vingtaine de secondes. Tu n'entendais pas et on ne t'entendait plus. Ah, ok. Bon, je vous disais, vous pouvez vous servir des expériences pour faire des accroches et aussi, bien sûr, des formations parce que, surtout en France, on est très attaché à son école. Et d'ailleurs, c'est des super sources. Même si vous n'avez pas fait la même école que lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a 10-15 qui sont assez récurrentes. Et je suis sûr que vous avez quelqu'un de votre équipe qui a fait la même école que lui. Donc, même ça vous permet derrière de pouvoir faire des accroches. Donc, je sais ce que vous vous dites. Écoute, Maxime, tu es bien sympa, tu fais des blagues, c'est cool. Néanmoins, je me suis inscrit à ton webinaire, là, il est 11h18. Si c'est pour me faire une présentation d'un profil LinkedIn, ça va 2 secondes. OK. Maintenant, qu'est-ce qui sera intéressant comme type d'information à aller chercher sur… Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, c'était Aircall qui sonnait dans mes oreilles. Qu'est-ce qui serait intéressant avec ces informations-là, c'est de pouvoir se construire un fichier de prospection qualitatif. Donc, pour me construire un fichier de prospection qualitatif, je vais commencer avec un logiciel que vous connaissez tous, qui est plutôt accessible, qui s'appelle mon petit Google Spreadsheet. Sur mon spreadsheet, je vais écrire quoi? Je vais écrire nom, prénom, je vais prendre l'URL du profil LinkedIn et surtout, là où on va demander un peu de travail, c'est pour en fait cette case d'ultra personnalisation qui est l'icebreaker dans laquelle je vais écrire ma petite phrase d'accroche. Donc pour Romain, ma phrase d'accroche personnalisée, on a vu peut-être 2 choses qui sortent de l'ordinaire. C'était 1, la relation qu'il avait avec Annick, et 2, le post qu'il avait écrit sur le classement. Je pourrais me servir de cette deuxième. Donc, Romain, je me suis intéressé à ton post LinkedIn sur votre apparition sur votre entrée dans le Next 40. Je voulais te demander si… OK. Ce qu'il faut voir sur vos icebreakers, c'est que typiquement, cet exercice-là, en soi, je pourrais le faire peu importe le service ou le produit que je propose, parce qu'un icebreaker, une accroche, ne parle pas de vous ou de votre produit ou de votre service ou de votre structure, mais l'icebreaker parle de votre prospect. Parlez-lui de lui, en fait, tout simplement. Donc là, on a fait une accroche sur un post. J'aurais pu faire une accroche sur un article. J'aurais pu faire une accroche sur une actualité. J'aurais pu faire une accroche beaucoup plus précise avec des éléments concrets si j'avais pris le temps et le soin de lire l'article. Et en fait, le travail qu'il y a à faire sur l'ultra-personnalisation, c'est vraiment sur cet icebreaker-là. C'est là où il est vraiment le gros du boulot. Donc là, on a fait notre spreadsheet avec l'accroche. Maintenant, ce qu'on aimerait, ça serait pourquoi pas pouvoir construire un fichier de prospection dans lequel je pourrais récupérer des mails, des numéros de téléphone et pourquoi pas des données un petit peu macro. Mon fichier Excel, pour récupérer ces informations-là, je vais le passer dans un algorithme qui s'appelle Drop Contact, qui est une startup d'ailleurs qui cartonne en ce moment et qui est aussi incubée l'incubateur HEC et qui nous permet justement d'enrichir tous nos contacts B2B en partant d'un fichier Excel. La phrase d'accroche, elle est simple. Enrichissez tous vos contacts. Drop Contact est un algorithme qui a été créé pour des sales, donc très simple d'utilisation. Vous cliquez, vous déposez votre fichier et cet algorithme-là va vous sortir un fichier qui ressemble en fait tout de suite à ça. Là, j'ai chargé un autre fichier pour la démonstration. Si ça avait été le même, vous comprendrez bien que j'aurais qu'une seule ligne. J'ai fait qu'une seule ligne.
Mais néanmoins, en ne rentrant uniquement dans mon fichier Excel, nom, prénom, URL LinkedIn et mon icebreaker, j'aurais récupéré tout de suite un fichier consolidé qui ressemble à ça. Donc déjà, l'algo m'aurait rajouté la civilité. C'est un point de détail, mais ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est le seul logiciel qui nous met des monsieur ou des madame si je veux faire des messages de prospection. Et quand je fais du C-level, peut-être que le bonjour, monsieur Martin, peut faire plus sens que le bonjour prénom, voir après votre politique de communication. Un point de détail, mais qui est intéressant, Drop Contact nous remet les noms et les prénoms et nous les remet des fois dans le bon ordre sur le full name. Il n'est pas rare de voir sur LinkedIn des personnes qui, pour blacklister les gens qui font de l'automatisation, inversent exprès leur nom et leur prénom. Et comme ça, dès qu'ils voient un message bonjour monsieur prénom ou bonjour nom de famille, ils ne prennent pas le temps de répondre. Drop Contact a la qualité de nous les remettre dans le bon ordre. Il va également nous trouver en moyenne 70% des emails. Sur ce fichier-là, j'ai eu un peu plus de chance et de réussite parce que, vous voyez, il y en a quoi? Il y en a 18, il y en a 17. Sur les 17, il n'y en a qu'un seul qui ne m'a pas trouvé, la civilité. Tous les autres, il me les a trouvés. Il a un taux de vérification qui approche les 99%. Donc, en fait, Drop Contact, théoriquement, quand il nous met les mails là, ils sont bons et vous pouvez dérouler. Il va également aller nous chercher les numéros de téléphone des standards avec un taux de réussite généralement entre 60 et 70%. Là également, j'ai eu. Non, là, je dois être dans le ratio à peu près. Vous voyez, j'en ai un petit peu moins sur le bas. Il me retrouve mes positions. Donc, ça, c'est les job titles qu'il a récupérés sur LinkedIn. C'est intéressant quand vous allez faire vos catégories de personnel de prospection, company name, et ensuite des données qui sont intéressantes parce qu'il va me prendre toutes les données un peu macro. Site web, effectif, tranche salariale, très bien quand vous faites vos catégories. Secteur d'activité, très intéressant quand vous allez faire vos catégories. Et ensuite, les datas basiques, adresse, code postal, etc. Max, on te demande si on peut utiliser Phantom Buster avant d'enrichir. Ouais, bah, si vous voulez, aujourd'hui, en termes d'outils de lead gen, il en existe peut-être 40 ou 50 qui fonctionnent très bien. Moi, Phantom Buster, c'est un outil que j'utilise dans ma stack, MyBizDev au quotidien, qui a X fonctionnalités. Donc, ouais, foncez. Si vous avez déjà des systèmes qui fonctionnent, foncez. Après, dans le souci de la démo, moi, je vais vous en montrer tout simplement 3 qui sont simples d'utilisation, mais j'aurais pu faire un webinaire même d'1 heure juste sur Phantom Buster, tellement que ce logiciel est complet. Donc yes, let's go. Et Drop Contact, si vous voulez, on peut aussi se poser la question, comment il va récupérer toutes ces données? En fait, il est branché sur 3 sources d'information. 1, les réseaux sociaux, dont LinkedIn. 2, il va aussi prendre tout ce qu'il y a sur le web, notamment les pages Google Business. Et 3, il est branché aussi aux bases de l'État. L'État a mis en open data, donc en accès libre, toutes ces bases sirènes. Et ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, je crois, maintenant. Et donc, en fait, ces 3 sources d'informations nous permettent de consolider des fichiers qui ressemblent à ça. C'est quoi le gros avantage là de partir en fait sur une sorte de spreadsheet comme Drop Contact et d'un Excel? C'est que, c'est peut-être même une question par rapport à Phantom Buster, c'est qu'en partant de cet Excel-là, en fait, je vais pouvoir récupérer facilement mon icebreaker. Là, c'est un autre fichier, donc j'en ai pas. Mais si ça aurait été le même, j'aurais récupéré ma petite phrase d'accroche qui, plus tard, je pourrais intégrer dans un mail, dans un message LinkedIn, ou même m'en servir comme une accroche téléphonique, en fait, tout simplement. Donc là, je récupérais mes icebreakers. Donc ça, mine de rien, là, en 7 minutes, je vous ai montré la première méthode pour faire de la chasse ultra personnalisée. Donc je vous récapitule les étapes et vous pouvez même, pendant ce récap, si vous avez des questions, les poser dans le chat, comme ça on y répondra après. Donc, première étape, remonter les organigrammes et trouver les bons interlocuteurs. Donc, je vous propose et je vous conseille de passer directement dans Google, qui est plus puissant que LinkedIn, et de faire une formule qui est nom d'entreprise, job title et taper LinkedIn. Vous allez rapidement retomber sur vos fiches. De prendre vraiment le temps de remonter les profils pour trouver votre icebreaker qui va être la phrase qui parle du prospect et qui va vous permettre de vous différencier de tous les autres bizdev qui vont faire des accroches standardisées.
Et 3, de remplir un fichier Excel avec 3 données simples, URL LinkedIn, nom, prénom, et ensuite de le passer dans un algorithme comme Drop Contact qui vous permet de récupérer un max d'infos et qui pourrait être un Phantom Buster ou autre logiciel. Est-ce qu'on a déjà des questions sur cette première partie? Ouais. Est-ce que choisir l'URL LinkedIn comme input est aussi fiable que le site web de l'entreprise? Une personne peut avoir simultanément plusieurs jobs sur son profil LinkedIn. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai mis le profil LinkedIn parce que l'algo Drop Contact va s'en servir pour récupérer toutes les infos. Généralement, sur LinkedIn, tu vois, il va après me récupérer les sites web, je les ai aussi derrière. Donc, en fait, ça, c'est plus une case qui me sert pour l'algo Drop Contact. Moi, c'est vrai que je mets URL LinkedIn, mais je crois que Denis, maintenant, si vous mettez juste le nom de l'entreprise, c'est aussi performant et il peut construire le même fichier. Et je pense que si tu mets que le site web à la place de l'URL LinkedIn, l'algo travaille aussi, te trouve les mêmes sources d'informations. Donc j'ai choisi l'URL, mais j'aurais pu prendre le site web. Ouais, bonne question. Donc n'hésitez pas à mettre le site web si c'est plus pratique pour vous. On est bon pour l'instant. On est bon pour l'instant. Et c'est vrai que pourquoi j'aime bien aussi mettre moins l'URL du profil LinkedIn comme info, parce que là, ce fichier-là, derrière, je peux m'en servir en mail, mais je pourrais aussi m'en servir sur des logiciels d'automatisation LinkedIn pour envoyer des messages privés en notes. Et en fait, ces logiciels-là, eux, par contre, vont me demander l'URL du profil LinkedIn. Et c'est pour ça que c'est celui-là que je copie-colle à la main. Suivant l'utilisation du fichier, je suis sûr que je pourrais le passer partout comme ça. Étape 2, comment inspirer des milliers de contacts en quelques clics. Donc là, on va être dans une démarche, on peut avoir deux cas d'usage. Le cas d'usage numéro 1, il peut être de se dire, je suis en phase early stage, j'ai des hypothèses marché qui pourraient être, je pense que mon service répond à un besoin auprès de directeurs commerciaux, peu importe les boîtes. Je pense que mon service répond à un besoin auprès de DRH. Et j'ai envie d'explorer en fait ce marché. Si j'ai envie d'explorer, je vais vouloir défricher rapidement des grosses verticales. À ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant pour moi d'aspirer des milliers de contacts pour faire mes campagnes. Et dans un second temps, quand j'aurai vraiment trouvé mon pain marché, là, je prendrai le temps de creuser et de faire des icebreakers. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment inspirer des milliers de contacts en quelques clics. Dans cet exercice-là, on va prendre un autre logiciel qui s'appelle Cold CRM. Je vous montre celui-là, mais vous pouvez en trouver des dizaines d'autres sur Internet qui sont performants. Dont la phrase d'accroche, la headline est simple, trouver les emails et les phones de... pas dire de conneries. Comment on peut traduire anyone, Isa? De tout le monde ou de n'importe qui, on dirait? Je dirais que les deux fonctionnent, mais plutôt Deux n'importe fonctionnent. anyone. Anyone, de n'importe qui, de tout le monde. Donc, trouver en gros des emails, des interlocuteurs. Donc cet algorithme-là, comment je vais m'en servir? Je vais m'en servir sur une version plus de LinkedIn, qui est la version des BizDev, qui est ce qu'on appelle le Sales Navigator. Vous voyez, je l'ai en haut à droite là, mon Sales Nav pour les intimes. Je l'ai en haut à droite et en fait, Sales Navigator me permet d'accéder à un panneau de contrôle qui me permet de faire des requêtes croisées. Sur mon Sales Navigator, je vais avoir une première case, c'est la case mots-clés. Cette case-là, elle est intéressante parce qu'elle va me permettre de trouver de l'info n'importe où sur le profil LinkedIn. Je vous fais, on va se faire une démo, tiens. Head of Sales. En fait, Head of Sales, notamment le job title, les interlocuteurs, des fois, ils vont l'écrire dans la case job title, mais des fois, ils vont l'écrire dans les expériences, ils peuvent l'écrire dans info, ils peuvent l'écrire un peu n'importe où sur le profil. Si je le tape en mots-clés, ça va aller me le trouver n'importe où. Surtout que dans le job title, en ce moment, on voit une espèce de mode où les gens mettent des phrases qui veulent rien dire. Vous savez, mon job, c'est aider les entreprises à réussir ou machin. Ils mettent le pain en job title. Donc, au moins, dans mots-clés, je vais pouvoir aller chercher cette info, peu importe où elle soit écrite. La case mots-clés fonctionne comme Google avec des recherches booléennes. Ça veut dire que je peux mettre des guillemets et je peux ajouter des mots-clés différents, quoi. C'est vrai que mon head of sales, hein, suivant les boîtes, ça pourrait être un directeur commercial, ça pourrait être un manager sales. Je vais vraiment avoir plusieurs choses pour le différencier. Je peux mettre des zones géo. Je
peux aller chercher des niveaux de relations. Si je veux aussi faire des campagnes ciblées en fonction de mes niveaux de relations, je pourrais y implémenter directement des secteurs d'activité pour resserrer mes îlots. Je pourrais aller mettre des écoles, des langues sur le profil. J'ai des cas, ce que j'aime bien, c'est celle-là par rapport aux anciennetés, surtout quand derrière, après, je vais aller chercher du grand compte. C'est-à-dire que je pourrais aller voir des personnes qui ont déjà une ancienneté dans l'entreprise actuelle, c'est-à-dire qui connaissent bien les rouages et peut-être qui peuvent être force de proposition et de décision. Et peut-être que je pourrais me dire, néanmoins, j'aimerais bien aller chercher des personnes qui sont relativement récentes dans ce poste-là, parce que des gens qui viennent de prendre leur poste dans les 2 années qui viennent, peut-être que eux, ça peut être vraiment des précurseurs et des bonnes portes d'entrée. Et je pourrais continuer à filer mes recherches, hein, dans l'effectif, taper directement des noms d'entreprises si je veux mettre mon top 50 là-dedans. Bref, je peux faire toutes sortes de requêtes qui vous permettra de construire vos îlots de prospection. J'appuie sur rechercher et le Sales Navigator. Je prends toujours une voix mystique quand je parle de LinkedIn. Sales Navigator, c'est pour le. J'ai une question d'ailleurs sur Sales Navigator là, qui me demande si on peut trouver un pool puis scraper dans le Google Sheet et ensuite faire l'icebreaker. Yes, on peut aussi faire ça. On peut aussi faire ça, mais en soi, tu sais, ce qu'il faut voir, c'est que tu peux très bien faire ça. Parce que tu vois, le code CRM, on va le voir après, il va me sortir toutes ces données-là sur un Google Sheet. OK. Néanmoins, vu que là, j'ai fait des requêtes sur des job titles, j'en ai 503, là, vraiment, l'objectif, c'est de faire du volume. Donc, en fait, dans cette idée-là, ce que je vais extraire, je n'ai pas envie d'y mettre d'icebreaker, tu vois. Je vais travailler sur des job titles. Si après, et pourquoi je ne fais pas d'icebreaker sur 503? C'est qu'en fait, trouver un icebreaker qui a du sens, en moyenne, en 1 heure, tu peux en faire 10. Donc en fait, 503, je vais y passer le mois. En fait, c'est pas vraiment l'objectif. Imaginons en termes de volume, j'arrive à trouver 5 icebreakers en 1 heure. Ça veut dire que c'est le début, j'ai pas encore l'œil de lynx, il faut que je travaille. À l'inverse, un bizdev va trouver 15 icebreakers en 1 heure. C'est pas qu'il est bon, c'est que ces icebreakers en fait sont nuls et sont bateaux, un peu comme celui que j'ai fait avant, là. Celui que je vous ai montré en live, là, le truc du classement, c'est le truc un peu bateau. Si je voulais vraiment être efficace, j'aurais pris le temps de chercher une autre source d'information pour vraiment avoir de l'info pertinente. Vous voyez. Donc, si j'en fais 15, théoriquement, c'est que j'ai pas passé assez de temps sur le profil pour aller vraiment chercher un icebreaker qui sort du lot, quoi. Donc, ça répond pas. Si, ça répond à la question. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous aurez un spreadsheet, mais derrière, vous pouvez différencier les deux approches. Et là, avec le code CRM qui m'est branché en haut, moi, je vais aller extraire justement toute ma liste et je vais aller me l'extraire sous format qui sortira en Excel comme la question qui m'a été posée. En moyenne, le code CRM va me trouver quoi? 60% des mails, une fois de plus. Et c'est pour ça que je vais travailler sur du volume. On en a trouvé peut-être un petit peu plus là. Et je vais remplir mes bases. Là, je tourne les pages, mais je pourrais dire au logiciel, va me chercher les 500 premiers, search mail, et en fait, je vais descendre mes pages pour me construire mes petits îlots, en fait, tout simplement. Donc, en fait, là, ce qu'on a vu rapidement, c'est comment faire des recherches croisées avec le Sales Navigator, et 2, comment vous construire des bases qui ressortiront sous un format Excel avec un algo. Cette fois-ci, je vous ai montré Cold CRM et vous pouvez en trouver des dizaines d'autres aujourd'hui sur Internet. D'ailleurs, tiens, je vous posterai aussi un article dans le chat où Lisa vous l'enverra de notre sélection de top 10 des outils de grosses. Et puis après, clairement, il faut que vous puissiez test and learn. Donc, vous voyez, en fait, la différence dans cette démarche-là, c'est que dans la première d'ultra personnalisée, je vais partir d'une source de prospection. Les plus frangliches d'entre nous parleront d'un lead pool, c'est-à-dire ça peut être un classement d'entreprise, ça peut être même un post LinkedIn. Au début, on a parlé de Sales Navi, on a parlé de Phantom Buster. Phantom Buster a une fonctionnalité qui est assez intéressante qui nous permet typiquement d'aspirer les commentaires et les likes des posts LinkedIn. Ça pourrait aussi être un lead pool. Vous voyez, typiquement, on ne va pas rentrer dans le vif, mais on va faire simple.
J'ai fait un post LinkedIn la semaine dernière. Le post LinkedIn, il parle de stratégie commerciale et ce post-là a fait 600 commentaires. Donc, on peut se dire qu'un post de stratégie commerciale, les gens qui l'ont commenté doivent être généralement être soit des dirigeants, soit des directeurs commerciaux, soit des bizdev. Avec Phantom Buster, je pourrais extraire ces 600 personnes qui ont commenté. Et là, je pourrais aller récupérer leur mail, leur téléphone, etc. Et je pourrais faire du coup une accroche semi-personnalisée sur cet article qui dirait tiens, Emad, je me permets de t'envoyer ce message parce que j'ai vu que tu t'étais intéressé à l'article qui parle de la matrice de la stratégie commerciale de Maxime, patati patata. Et derrière, vous pourriez enchaîner par j'ai vu en même temps que tu étais sales manager chez Se Loger. Comment vous faites pour faire mon premier message. Donc, même des posts comme ça pourraient servir d'accroche. Et cette fois-ci, ça, c'est une accroche qui n'est pas ultra personnalisée, c'est une accroche qui est semi-automatisée parce qu'elle cite une source de prospection, mais par contre, je ne suis pas allé chercher sur Emad quelque chose comme ça. Donc, par rapport à la deuxième question, qui est des accroches sur le fichier Excel, moi, à ce moment-là, pour être efficace, je vous conseillerais des accroches semi-personnalisées, un petit peu comme celle-là, quoi, qui vous permettraient de traiter du volume d'une touche un peu plus naturelle. Est-ce qu'on a d'autres questions, Lisa? Ouais. Est-ce que tu préconises un call CRM ou Drop Contact et Phantom Buster? Mais j'ai déjà la réponse, moi. Ouais, bah en fait, franchement, dans ces précolas, là, je vous montre un stack que j'utilise. Donc après, chacun a ses affinités, il faut essayer. Là, je vous ai montré Call CRM, Drop Contact et Phantom Buster. J'utilise beaucoup chez moi aussi. Les deux fonctionnent bien. Donc foncez, quoi. Foncez. Et branchez vos boîtes à outils, tout simplement. Vous comparez ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'était quoi ta réponse à toi, Lisa? Que tu étais un adepte des outils comme Phantom Buster et Drop Contact. Ouais, c'est ça. Après, si vous voulez, moi, sur ces trucs-là, je suis pas non plus impartial parce que ça fait partie aussi de notre métier et je les teste tous, en fait. Je les teste tous. Tous nos bizdev essayent les derniers, on essaye plein de combinaisons et derrière, même mes bizdev, en fait, ont des affects et ont leurs petites habitudes et leurs poules. Chacun, derrière, a itéré la méthode qui fonctionne bien aussi pour lui, quoi. Donc, il faut prendre celle pour vous qui est le plus efficace. Après, Lisa, elle est fan de Denis Drop Contact, qui est une startup qu'elle accompagne depuis carrément sa création. Donc, je pensais que tu m'aurais fait un push Drop Contact, tu vois, Lisa, pour le coup. Bon, je suis fair. Mm. Reste. Audrey nous demande si on peut voir le fichier final de code CRM. Ouais, je t'en prie. Oui. On va aller voir un fichier code CRM. Boum. 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 Alors, il y a quoi là-dedans? On va se prendre quoi? Ok. Donc, vous voyez, en plus, ces logiciels-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous sortent des intégrations. Vous voyez, directement, vous pouvez shooter vos campagnes sur des logiciels d'emailing, vous pouvez importer directement vos campagnes dans le CRM. Donc, en fait, là, le fichier dessus, j'aurai quoi? Je vais récupérer la toffe de profil, je vais récupérer le nom, la compagnie, je vais récupérer la position, l'URL LinkedIn. Alors, sur ce fichier, ok, je scroll un peu. Vous voyez, typiquement, j'ai un fichier là où j'ai un taux de mail qui a l'air plutôt nul. J'en ai quelques-uns. Je vais récupérer les mails que j'ai. Le phone, là, c'est GetPhone. Ça nécessite des crédits. Pour la démo, j'appuie pas dessus parce que les crédits téléphone sont un peu plus chers. Et bref, il faut essayer pour vous. Et puis voilà, donc en fait, je vais récupérer un fichier, nom, prénom, email, etc. Tu vois, par contre, cette question, elle est intéressante. Moi, par contre, ça m'arrive quand j'ai des fichiers de 500 ou de 1000 comme ça, le fichier Excel code CRM, des fois, tu vois, là, je vois que j'ai très peu de mails. Je pourrais le remettre dans le drop contact pour le coup, quoi, qui me refasse une moulinette sur ces 500-là, quoi, et qui me remette un coup de vérification sur les mails. Ou autre stratégie, je pourrais extraire mon Sales Navigator avec le Phantom Buster qu'on parlait avant et qui me met tout seul dans le Drop Contact. Est-ce que ça répond à la question?
Drop Contact pourrait nous donner des mails supplémentaires? C'est une question, ça. Pour moi, là, je vais te dire, avec tous les logiciels aujourd'hui que je teste régulièrement, euh, j'ai vraiment l'impression que Drop Contact me sort les plus gros taux de mails trouvés et valides. Et aujourd'hui, même sur tous les scrappers, je remets toujours un coup de Drop Contact derrière. Donc ouais, Drop Contact, il est top pour ça, ce logiciel, quoi. Merci, Denis. Merci, Denis. OK, on passe à la phase 3 Allez, parce qu'il va nous rester 15 bonnes minutes. Alors, la phase 3, c'est quoi? C'est de se dire, OK, Maxime, c'est cool. Là, tu nous as montré 2 skills pour faire des fichiers. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de voir comment automatiser la prospection. Donc là, je casse mon délire. Quand on va passer en mode prospection, déjà, on va se mettre un petit peu dans le contexte. Il y a un facteur clé de succès, c'est la répétition. Et c'était même Salesforce qui avait sorti des chiffres sur ça. Ils avaient utilisé le chiffre 7 où ils disaient, pour rentrer en contact avec quelqu'un, il faut tenter 7 fois sa chance. Il faut qu'il y ait 7 points de contact. Et ce truc-là, pour de vrai, depuis le temps que je fais du bizdev, ça a toujours été vérifié. Et il y a 10 ans, je veux dire, on passait notre temps à appeler les mecs et on les appelait 5, 6, 7, 8 fois, 10 fois s'il fallait pour les avoir, les top managers de grands comptes. Pas parce qu'on était bêtes, mais parce que, enfin, il n'y avait que ça. On n'avait que le téléphone comme levier. En soi, c'était notre boulot de faire ça 2 jours par semaine, donc on faisait le taf. Mais aujourd'hui, en tant que dirigeant ou même en tant que bizdev, dans une boîte où on a besoin de faire de la démo et peut-être moins de prospection à froid, ça peut être intéressant d'automatiser 80% de ces 7 points de contact. L'objectif, c'est vraiment de prendre le téléphone pour faire mouche. Et c'est ça que je vais vous montrer. C'est comment automatiser un maximum de points de contact pour que chaque coup de fil derrière puisse faire mouche. Donc là, on va utiliser un autre levier qui marche très bien, qui est le mail, en fait, tout simplement. Et dans le mail, on peut aussi se mettre dans le contexte. Généralement, si vous lisez des articles de blog avec le taux de lead par mail d'agences marketing, les agences marketing ont des ratios d'1 pour 1000. Moi, dans mon passé, je travaillais pour une société qui s'appelait Companeo. On vendait des leads, pour la faire simple. Et je pouvais avoir des clients comme Securitas, Bouygues, etc. Et typiquement, Bouygues, si je voulais leur vendre 1000 leads par mois, j'avais mon service marketing qui leur shootait 100 000 mails. Et ça leur générait principalement leur milliers de leads. Et il y avait 100 000 mails qui partaient pour des clients tous les matins, etc., etc., etc. Moi, les méthodes que j'aimerais vous montrer, ce sont des méthodes pas pour faire du 1 pour 1000, mais des méthodes plus pour faire du 10%. Ça fait combien en ratio d'efficacité en plus, ça? 1 pour 1000, 10%. Il y a un calcul à faire sur ça. En tout cas, c'est X fois plus performant que la méthode de mailing traditionnelle. Comment on fait pour sortir des résultats de 10% et pas d'1 pour 1000? Il y a 2 choses. Déjà, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Lemlist, qui est d'ailleurs un autre incubé d'HEC. Lisa, que tu accompagnes depuis ses débuts. Là, Guillaume, ça fait maintenant 2 ans, je crois, qu'il s'est lancé chez toi et qui cartonne d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, qui est quelqu'un que je vous conseille de suivre sur LinkedIn, Lemlist et il leurs s'est lancé équipes. il y a 3 ans, 3 ans et demi, et là, il est passé chez Zendesk, et depuis, il a ses locaux rue du Mail. Ok. D'ailleurs, je vous conseille de suivre Lemlist sur LinkedIn et les posts de Guillaume Moubèche et de ses équipes qui postent toujours du contenu qualitatif sur tout ce qui est génération de leads. Et en fait, eux ont créé un logiciel qui permet de faire des scénarios d'email, donc d'automatiser ces fameuses sales reps, ces répétitions. Et sa headline, elle est simple, c'est écrivez des calls d'email qui obtiennent des réponses. Et même cette phrase-là, elle est intéressante parce qu'elle part d'un principe où ce que je veux, moi, c'est pas faire des emails de vente, mais c'est de faire des emails qu'on pourrait appeler conversationnels et qui me permettent d'avoir de l'engagement auprès des prospects. Et je pense qu'elle est aussi vraiment là la différence. Aujourd'hui, on est tous très démarchés par message ou par mail.
et on reçoit généralement toujours le même type de message. C'est toujours pareil. Je vais vous faire un descriptif. En gros, on a un message qui dit: «Coucou Maxime, je viens vers toi parce que j'ai vu, patati patata». Et nous, on propose une solution, qui te permettrait de clique sur mon site internet. D'ailleurs, je voulais te dérouler, des chiffres clés avec des KPI clés et pourquoi pas des références clients. Si on peut dérouler ensuite par un lien agenda pour prendre des rendez-vous et je pourrais retrouver, pourquoi pas, une plaquette ou un document en pièce jointe. Généralement, c'est ce type de message-là qu'on reçoit. Quand on ne connaît pas les interlocuteurs, quand on a ce type de message-là, soit on lit en diagonale et on se dit: «On s'en fout, c'est de la prospection», ou soit on est un peu aigri et on met en spam. Généralement, c'est ces, 2 cas de figure-là. Et pourquoi, en fait, ces messages marketing, ils ont des résultats qui sont moyens? C'est qu'en fait, je veux dire, le mail, il présente tout de suite la solution et il raconte tout. Et ça partirait d'un principe où, imaginez, vous envoyez des mails et si le mail vend votre solution tout seul et que le prospect, lui, s'inscrit sur le site, il passe sa carte bleue, je veux dire, on n'aurait même pas besoin d'avoir ce métier de bizdev. Si c'était aussi simple que d'envoyer des mails et les gens, ils signent des contrats, je veux dire, toutes les startups seraient des licornes, on serait même pas là à faire des visios, on serait sur, des rooftops, à New York, Miami, à siroter des cocktails. Ça serait trop simple, en fait si ces mails marchaient. Le but, en fait, du mail, il n'est pas de vendre votre solution. Le but du mail, il est d'engager une conversation. Dans cette conversation-là, le business developer va avoir un échange avec le prospect, comprendre ses enjeux, ses besoins et ses process. Et s'il y a un intérêt, là, il va lui faire une propale. Et de cette propale-là, peut-être qu'il va le transformer en client. Votre cycle de vente, il sera un peu plus long que ça. D'où l'intérêt d'avoir justement des business developers qui savent faire des rendez-vous. Donc l'objectif du mail, il n'est pas de vendre. L'objectif du mail, il est de générer de l'engagement. Et pour générer de l'engagement, je vais vous montrer une stratégie de scénario que j'utilise et je vais vous montrer la forme et ensuite je vous montrerai le fond, c'est-à-dire on pourra aller voir une campagne. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que du moment où je vais faire un scénario d'email, c'est-à-dire que les prospects vont être dans des boucles et tant qu'ils ne répondent pas, ils vont continuer à recevoir des messages. J'ai vraiment aussi, moi, besoin d'avoir une technique d'écriture, de copywriting, qui apporte de la valeur. Parce que si pendant en plus 5 messages, je lui pousse ma solution sans arrêt, ça va pas être redondant, ça va être chiant et je suis typiquement sûr de finir dans les spams. Et on en reçoit de plus en plus des messages comme ça. Ou en message 1, on a, tiens, je voulais te présenter ma solution qui permet de. Mail 2, on a, tiens, je te relance par rapport à mon premier mail, est-ce que tu veux faire une démo? Mail 3, je te relance par rapport à ma solution, est-ce que tu veux cliquer sur mon site internet? Mail 4, je te lis mon lien agenda pour faire une démo. Les séquences qui sont vraiment insupportables. Moi, je vais vous proposer un scénario un peu différent et avec une approche conversationnelle. Typiquement, le mail 1, c'est celui que j'appelle le mail bris de glace. Et généralement, c'est un message court où je vais écrire 3 phrases, quoi, 4 phrases. Très court, 4 phrases. Et l'objectif de ce mail 1 là, il n'est même pas de transformer. Le sentiment que j'ai envie de refléter chez mon prospect quand il va ouvrir ce mail, j'ai envie qu'il puisse se dire, mais c'est qui ce Maxime Paris? On se connaît. J'ai juste envie d'attiser sa curiosité et qu'il regarde ma tronche en signature. Je sais qu'il me faut 7 reps avant de rentrer en contact avec lui. Je ne compte pas faire un one shot sur le 1. Le 1, c'est juste histoire de dire, OK, maintenant, on va commencer à échanger ensemble. Et en fait, souvent, un bon mail 1 fait 3 phrases. Et en fait, il pose une question. Il pose une question métier. Et pourquoi pas une question métier qui pourrait vous servir de scan par rapport au pain et à la solution. Qui pourrait être, moi, pour MyBizDev, comment vous faites pour recruter des commerciaux? Comment vous faites pour manager vos équipes? Comment vous faites pour vous générer des leads? Je m'intéressais à ces process car. Donc, mail 1, 3 phrases, une question ouverte. Mail 2. Le mail 2
Peut-être que là, on pourrait utiliser ce que j'appelle une preuve sociale. C'est quoi la preuve sociale? C'est le fameux cas client ou le fameux concurrent qui nous permettrait de gagner en légitimité. Je vous posais cette question parce que on travaille avec Salesforce qui avait des enjeux sur leur recrutement de commerciaux et sur leur management et on leur a trouvé des solutions. Est-ce que c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter? Là, je vous l'ai fait simple, mais typiquement, vous voyez, même sur ces deux choses-là, en mail 1 et en mail 2, j'ai toujours pas parlé de ma solution. Le mail 1, il lui parle de lui, il lui pose une question. Le mail 2, il lui parle d'un use case client et je lui dis pas ce que je fais, mais je lui dis que je pourrais lui apporter la solution. Et peut-être que c'est dans le mail 3, à ce moment-là, où je pourrais un peu plus me présenter ma solution. Je vous posais ça parce que MyBizDev, on peut vous permettre d'eux. C'est peut-être le mail 3 là, où vous pouvez mettre des features, vous pouvez mettre des liens cliquables vers votre site et vous pouvez détailler un petit peu plus ce que vous faites. Vous voyez, sur ce scénario-là, typiquement, celui-là, c'est le mien, on part d'un principe où on va rappeler au téléphone tous les gens qui ont cliqué à l'intérieur des mails. Donc, mon premier lien cliquable, il arrive dans mon mail 3. Si on prend même l'exemple d'avant avec la chasse ultra personnalisée, j'avais déjà un point de contact avec mon commentaire LinkedIn. Peut-être que j'aurais pu automatiser un message directement aussi dans cette chatbox LinkedIn. Ça m'aurait fait 2 points de contact. Là, la personne reçoit 3 mails, donc je suis déjà à 5 points de contact. On sait que mon bon chiffre, c'est 7. Là, je vais commencer mes appels téléphoniques. Donc, je vais être sur 6-7. Dès le lendemain, j'ai un autre mail qui part. Et celui-ci, mon mail 4, j'aime bien essayer de donner quelque chose. Ça pourrait être une invitation à un webinaire, ça pourrait être un livre blanc, ça pourrait être un article de blog. Et même ce mail 4, il pourrait faire qu'une phrase. Par rapport à mon mail d'hier, je voulais vous inviter à un événement qu'on organise à telle date. Voici une invitation. Par rapport à mon mail d'hier, je voulais vous joindre un article de blog. Tiens, au fait, je voulais aussi vous joindre un contenu qui a de la valeur. Et pourquoi pas beaucoup plus tard, à J+15, une sorte de mail qui nous permettrait de tenter la dernière chance et je vais vous montrer des exemples. Est-ce qu'on a des questions peut-être, Isa, déjà à ce niveau-là? Non. Enfin, je crois on avait une question sur le code CRM, mais on est passé dessus, donc on y reviendra à la fin, je pense. Ouais, Continue. ok, on fait comme ça. Je vais vous montrer des exemples de Mail 5 qui fonctionnent très bien et d'ailleurs qui a été une killer feature de Lemlist et de Guillaume. C'est que son logiciel, il permet de personnaliser des photos. Et dans les Mail 5, Guillaume mettait en place des dernières chances avec des mails simples qui disaient en gros, on n'a pas encore eu le temps d'échanger, peut-être que notre solution ne vous intéresse pas et à ce moment-là, sachez que cet email sera le dernier. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas eu le temps de me répondre. Donc à ce moment-là, je vous propose de nous réunir autour d'un café. Et vous voyez, il personnalisait des photos où dans ces mails 5, il y avait les barrières first name qui se mettaient tout simplement sur les coffee cups. Et avec des mails comme ça, mine de rien, même sur des approches grands comptes, là c'est la tasse de café, on avait des forts taux de réponse. Ça nous permettait de récupérer un paquet de leads qu'on n'avait pas réussi à catcher au bout de plusieurs messages, mail ou téléphone. Donc ça, c'est ça feature des photos personnalisées. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de message et je vais vous montrer un exemple de message qui reprend un peu la méthode et qui joue aussi avec des photos. Comme ça, vous allez voir, ça va vous parler. Je vous ai choisi un exemple de scénario un peu tricky pour la démo et qui est tiré par les cheveux, juste pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Ça, c'était un use case MyBizDev. C'était le use case où j'allais chercher des boîtes à Singapour. Et le use case que je voulais tester, c'était est-ce que les startups de Singapour seraient intéressées pour acheter des BizDev freelance qui leur ouvriraient les portes de l'Europe. Et mon mail 1, si on prend la stat de je fais 3 phrases et je pose une question pour faire du conversationnel, il peut même ressembler à ça. Je viens de découvrir ta startup à Singapour. J'ai des clients pour toi en Europe. Est-ce que tu as des bureaux ici? Question ouverte. Et en fait, à ce mail-là, j'attends même pas de réponse. Mais quand la personne l'ouvre, j'ai envie qu'ils se disent mais c'est qui ce Maxime Paris? On se connaît. En fait, j'ai pas envie qu'ils lisent mon mail en diagonale et qu'ils me foutent en spam ou qu'ils se disent c'est de la pub. J'ai envie
pendant 3 secondes, ils se disent, mais c'est qui ce mec? Et qui regarde ma signature de mail, qui commence à l'imprimer. Mail 2, je vous ai donné un exemple de case, de photo avec Guillaume qui est assez rigolo. On est en train je te posais cette question parce qu'on est en train de débrief avec ma team sur les startups qui ont un potentiel en Europe. On a bien aimé ta boîte et on est en train de faire un brainstorming, un brainstorm, on dit en agence de com. Et voyez là sur la photo, vous rentrez votre fichier à l'intérieur et sur la télévision, on aurait eu en fait les sites internet des gens qui s'implémentent directement sur la photo. Donc les gens auraient retrouvé automatiquement leur site internet. Il faut absolument qu'on en parle. Est-ce que tu as des dispos? Mail 3, là j'apporte la solution. Donc je lui raconte ce qu'on fait en une phrase et je lui mets mon petit lien cliquable. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça va me faire sortir de l'Emlist, mais en gros, c'est une landing page de MyBizDev qui raconte des features pour ouvrir l'Europe. Cette fois-ci, je n'avais pas fait 5 mails, mais j'en avais fait 4 avec le coût de la tasse de café de Guillaume, là, où les gens recevaient des tasses de café. Donc, vous voyez, en fait, dans ces mails-là, c'est ça, c'est des mails conversationnels. Le but, c'est de faire un échange. Je parle très peu de MyBizDev en soi. Il n'y a pas des pavés où je parle de ma boîte pendant 4 ou 5 mails. Le mail 1, je lui pose une question. Le mail 2, j'attire son attention et je parle du pain et d'une solution, mais je ne rentre pas dans le détail. On ne voit pas MyBizDev écrit dessus. Surtout que c'est déjà dans ma signature de mail. Donc, théoriquement, les gens savent identifier les interlocuteurs. Il a vu que j'étais une société. Le mail 3, d'accord, il y a un moment, j'y mets quand même un coup de pub avec un lien. Et le mail 4, je propose un café. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas, j'attends pas que la personne passe sa carte bleue sans interaction, mais ce que je veux, c'est pouvoir me générer un rendez-vous avec elle. Ce que je veux, c'est avoir l'opportunité au téléphone de prendre 30 minutes et de comprendre ses enjeux, ses besoins et comment ils sont organisés. Si à la suite de ce rendez-vous de découverte au téléphone, je vois des opportunités, à ce moment-là, je ferai une proposition commerciale et je pourrais rentrer en phase de closing. Mais j'ai découpé vraiment ma valeur, quoi. Quelqu'un a une question à te poser, mon cher Max. Ouais, je suis tout oui et toute chose. Est-ce qu'il peut activer son micro et sa caméra? Salut Maxime, Ah, monsieur Cohen, tu veux nous faire un petit coucou? ça va, Denis? Ouais, et vous? Ouais, ça va. J'ai encore fait ta pub. Je suis ton meilleur VRP comme d'habitude. Ah bah ouais, mais moi aussi, regarde sur mon site, on parle que de toi. Tous Oui, les c'est vrai. exemples qu'on met, tous les clients qui s'inscrivent, en fait, ils ont dans le fichier Maxime Paris, ils ont tous ton portable. Tu dois avoir un nombre de nanas qui t'appellent, ça doit être assez dingue. Bah non, Denis, figure-toi, zéro. Ah bah merde alors. Ouais, bonjour à tous. Je vais faire un petit coucou à tout le monde là. D'ailleurs, si vous voulez en profiter pour poser des questions à Denis, Ouais. personne ne peut mieux répondre que lui sur les questions de Rock Contact. Bah oui, c'est vrai. On avait une question de Nicolas Bancel dans le chat qui est un peu pavée. Elle a l'air très précise. Est-ce que peut-être, Nicolas, tu veux nous la faire à l'oral? C'est aussi simple parce que si je la lis, ça va faire un peu redondant. Vas-y, Nicolas. Normalement, Parce que surtout qu'il y a Ouais. il y a six questions en une, donc, et elles sont Non, mais pertinentes, je pense. tu Des questions m'entends? que tout le monde se pose. Donc, ouais, je t'entends. c'est important. Non, mais en gros, c'est simple. C'est qu'à la base, pour le contexte, on était sur Mailchimp, mais ça se voit trop que c'est un email de marketing, quoi. Il y a des liens d'unsubscribe, mais on voit qu'on passe par des listes. Donc, on était passé sur l'Emlist. On avait warm up notre domaine. Mais à l'inverse, on s'est retrouvé dans le truc inverse, qui est qu'on ne met pas de lien d'unsubscribe. Donc, ça énerve les prospects qui comprennent pas comment sortir de la boucle. Ils ne comprennent pas comment on a eu leur email. Ouais. C'est pas mal marqué comme spam et en fait on a pourri notre domaine et pire que ça c'est notre domaine sur lequel on envoie vraiment nos emails pro, donc quand on a des prospects qu'on aime vraiment bien avec qui on a engagé la discussion, on termine dans leur spam. Ok. La question c'est déjà comment tu peux rectifier le tir quand ton vrai email important est en spam, et même si maintenant on a envie de continuer à balancer des milliers d'emails tous les jours, comment on peut faire sans Ok. Donc il y a plusieurs voilà. questions en une. C'est clair. Je vais y répondre. Maxime. Bon, je vais commencer par le début, Denis. Après, je vais te passer la main pour tout ce qui sera un peu technique sur les domaines, ok?
Donc déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, Mailchimp, ce n'est pas des logiciels pour faire du sortant. Mailchimp, c'est pour faire de la newsletter. Ce n'est pas pour les sales, c'est fait pour le marketing. Et même quand vous êtes dans Mailchimp, Mailchimp vous pose la question en vous disant, est-ce que tes bases, est-ce que les gens ont accepté de recevoir tes messages? C'est pour faire en fait de l'inbound marketing. Et effectivement, les messages sont au format newsletter. Donc, il ne faut pas utiliser des logiciels comme ça. Donc, vous avez l'EMIS, mais vous en avez d'autres qui vous permettent vraiment de faire du sortant. Tu as un truc quand même qui m'a interpellé, Nicolas, à la fin de ton truc, c'était de se dire, tu as quand même dit, j'ai explosé ma boîte mail et mon domaine, mais néanmoins moi, j'aimerais bien continuer à envoyer des milliers de mails par jour. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une incohérence vis-à-vis de ça? Tu vois, si moi je fais du conversationnel et que je vais cibler des bases de prospects, l'objectif, c'est pas avoir des mails de vente, mais c'est avoir en fait des scénarios d'email qui permettent à tes sales d'être beaucoup plus performants au téléphone. Tu vois, moi, mes bizdev n'envoient pas des milliers de mails par jour, mais tous les matins, ils vont envoyer 50, 80 mails qui va leur permettre d'avoir une quarantaine de cliquets et pour faire des campagnes de téléphone en fait l'après-midi sur des leads qualifiés. Et ça leur suffit à faire 1, 2, 3, 4 ou générer 5 rendez-vous. Tu vois. Mais moi, je vous conseille vraiment de travailler sur des campagnes par business developer et pas de faire des chargeages de 10 000 mails à chaque fois, sinon vous allez exploser votre domaine. Pour les domaines, j'ai la chance d'avoir Denis, je vais lui passer la main parce que c'est l'expert des noms de domaines explosés. Hein, Denis? Ouais, Nicolas. Du coup, il y a plusieurs choses dessus et tu as raison sur la problématique. Comme te dit Maxime, c'est deux solutions différentes. Tu ne fais pas de cold email, tu n'envoies pas d'email à des gens qui ne te connaissent pas en utilisant des Mailchimp, Sendinblue, etc. Il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut effectivement faire du cold email. De toute manière, si tu le fais avec des Mailchimp et autres, ils vont te refuser des emails parce que forcément, tu as des emails qui n'ont pas été vérifiés, qui ne sont pas vérifiables, quelle que soit la solution que tu utilises. Le deuxième point, c'est que notre use case à nous, par exemple, et ce que moi je fais du cold email, donc je ne mets pas de lien dans le premier email, je ne mets pas de lien de désinscription, je ne mets pas de lien de désinscription dans le deuxième email, qui est un email juste d'envoi. Par contre, j'en mets un dans le troisième, parce qu'en fait, les gens ne s'agacent pas au premier, ils peuvent s'agacer au deuxième, mais c'est au troisième que ça commence à être lourd. Et donc, là, c'est à ce moment-là où tu peux mettre ton lien pour justement ne pas avoir trop de retours et que les gens gèrent ça. Après, comme te dit Maxime, ce n'est pas le volume. Il faut arrêter de penser volume. Il faut vraiment penser qualité. Le cold email, tu dois avoir 60-70% de taux d'ouverture. Et ça, pour ça, il y a 2-3 choses. La première, c'est d'utiliser une bonne solution. Donc, tu as cité l'EMIS qui est effectivement parfait pour ça. Le deuxième élément, ça va être ton objet. Donc, ça, effectivement, je pense que Maxime en a parlé. Mais le troisième élément, c'est la configuration de ton domaine. Et la configuration de ton domaine, si tu le mets, j'irai faire un petit check pendant que vous échangez encore, j'irai regarder ton domaine. Mais il y a des configurations qui sont extrêmement importantes à faire. Et si tu ne les as pas faites, en fait, tes emails vont être identifiés comme étant du spam, du non sollicité, etc. Et donc, dans certaines entreprises, ça va arriver dans les boîtes mail. Et dans d'autres entreprises, ça va être rejeté directement dessus et être mis éventuellement en blacklist. Donc, il y a la configuration de ton domaine qui est hyper importante dessus. Voilà pour les éléments. Et il ne faut pas penser volume. Il ne faut vraiment pas penser volume. Moi, si tu veux, depuis que je suis à Drop Contact, on ne fait pas de volume. On ne fait vraiment pas de volume. Par contre, on a des taux d'ouverture de cochon, puisqu'on a 93% de taux d'ouverture. Donc, c'est vraiment du cochon. Et par contre, ça performe de ouf derrière, quoi. Et Denis, je pense que c'est une vraie question. Comment on peut rattraper un domaine qui est flingué, quoi? Il y a quand même des solutions. Ouais, alors, oui et non. C'est pour ça qu'il faut que tu me passes ton nom de domaine dans le… C'est Nicolas, c'est ça? Je crois. Il faut que tu me passes ton nom de domaine avec lequel tu shootes. Yes, on avait utilisé l'M1, mais niveau volume, c'est quoi l'ordre de grandeur? Ok, mais je n'ai pas ton domaine. Il faut que tu me passes ton domaine, Nicolas. En fait, le volume par jour maximum sur une boîte mail, c'est 100. Du cold email, c'est 100. Parce que 100, si tu as déjà 70% de taux d'ouverture, et si derrière, tu as refait un lien LinkedIn, une invitation LinkedIn, tu as suffisamment à gérer pour le gérer très bien et avoir de la perf. Ensuite, l'M-Warm, c'est cool. Hein. Get Compass. OK. Je vais regarder. C'est cool si tu veux le warm, mais en fait, le warming, ça ne sert à rien.
En fait, toutes les solutions pour chauffer ton IP, ton adresse email, etc., ça sert uniquement si tu fais des gros shoots email. Et ça sert essentiellement si tu vas justement utiliser du Mailchimp, du Sendinblue, du Mailgun, etc., et que tu vas envoyer 50 000 emails par jour. Donc oui, tu ne peux pas attaquer un domaine, une IP, en shootant 50 000 adresses email en un jour, parce que là, effectivement, il y a plein de choses qui ne vont pas être délivrées. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment chauffer ton IP. Par contre, si tu utilises ta boîte mail quotidienne, que tu as déjà ton domaine qui existe et que tu envoies des emails dans la journée et que tout d'un coup, tu connectes Lemlist pour envoyer 25 emails par jour ou 30 emails par jour, il n'y a pas besoin de chauffer. Ton adresse, elle est chauffée, ton domaine, il est chauffé. Donc, ça ne change absolument rien. C'est uniquement dans le cas de figure où tu dis, tiens, je crée un nouveau domaine pour envoyer mes emails. Et dans ce cas-là, je ne vais pas en envoyer 100 par jour, mais je vais en envoyer 25 par jour pendant 4-5 jours, puis après 50, puis après 75 et tu as fini. Donc ça, Lemlist ou l'autre, la Mailwarm, font ça. Mais en fait, c'est des cas plutôt exceptionnels. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens te disent, moi, je déconseille fortement de créer un domaine spécifique pour envoyer des emails. Je ne sais pas si tu en avais parlé avant ou pas, Maxime. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu crées un domaine spécifique pour envoyer des emails, eh bien, tu as un domaine d'email qui ne fait que shooter des emails. Donc, il y a totalement un comportement de spammer. Et donc, en fait, qui est identifié plutôt comme un spammer en termes de référence de domaine, plutôt que ton domaine que tu utilises tous les jours pour envoyer et recevoir des emails et dans lequel tu vas en envoyer un petit peu plus. Dans une journée, un commercial peut envoyer plus de 100 emails. Il n'y a rien d'anormal sur ça. Voilà. Je vais juste regarder ton domaine et d'abord, je vais faire récupérer une livraison. Donc, j'ai coupé 30 secondes mon. Merci Denis. Moi, je t'en prie, je m'occupe des questions. On avait une question qui était intéressante de Pierre. Pierre, il nous disait pourquoi pas laisser le lien cliquable dès le premier mail vers le site, notamment pour qu'il creuse un peu. Et en fait, Pierre, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Et dans le scénario que je vous montrais, en fait, ça partait du constat qu'il faut se différencier des gens. Et en fait, tout le monde fait ça. Tous les jours, on reçoit des milliers de mails avec des liens cliquables vers le site pour qu'ils se documentent un peu. Mais en fait, ça fait l'effet inverse. Quand les gens ne te connaissent pas et qu'ils ont un lien vers ton site, ils ne vont pas aller creuser un peu. Ce qu'ils vont faire, c'est te mettre en spam ou lire en diagonale. Tu vois. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je vous conseille de mettre les liens cliquables qui arrivent un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux et pas que vous leur parliez de vous tout de suite. Vous pouvez même, en fait, vous savez, une situation de prospection, on peut même la comparer à la vraie vie. Vous allez boire un verre avec vos copains, un mec que vous ne connaissez pas et qui vient vous voir et qui tout de suite monopolise la parole en vous disant bah, « moi, je fais ci, je fais ci, je fais ça, blablabla ». Vous trouvez ça chiant et ennuyeux. Vous préférez que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous pose des questions et s'intéresse à vous. C'est un peu le même principe, en fait, sur le mail. Donc oui, tu peux. Et après, il faut tester. Je n'ai pas non plus la science infuse. Donc, mets ton lien au mail 1 si tu veux, ou tu peux le mettre dans d'autres également. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand moi, je mets mon lien au mail 3, ça m'arrive des fois d'avoir des taux de clics au mail 1 et 2 alors qu'il n'y a pas de lien. Et comment ils font les gens pour avoir ça? Ça veut dire qu'ils ont cliqué sur le lien de ma signature de mail. N'oubliez pas que dans votre signature de mail, vous avez déjà un lien vers votre site. Et si la personne veut creuser un peu, de manière proactive, les gens savent ce que c'est une signature de mail, ils pourraient déjà cliquer là. Et là, pour le coup, pour moi, c'est une super intention d'achat parce que je sais que si je l'appelle au téléphone, j'ai de fortes chances de pouvoir avoir une conversation pertinente avec ces gens-là, quoi. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Audrey qui nous demande la liste. Je vais vous mettre, il y avait la question sur la page de la photo. Je vais vous mettre dans le chat l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le mets dans le chat. C'est un article de blog en fait avec la photo Lemlist. Nicolas, on a passé un petit peu de temps sur les réponses à ta question. Est-ce que ça t'a ouvert quelques portes ou pas? Comment je fais pour répondre? Ouais, c'est bon, on t'entend là. Ah, vous m'entendez? Désolé. Ouais, Ouais, merci, c'est très cool. Très clair. Ok. Je fais ma minute, je vais mettre.
Et puis après, si tu veux, ce qu'il faut voir aussi dans tout ça, c'est que du moment où on est dans la prospection, moi je vous parle de cas d'usage et d'expérience, mais attention, je n'ai pas la science infuse. Après, c'est vous, avec votre connaissance métier et secteur, vous prenez un peu ce qui vous plaît de chaque interlocuteur. Tiens, il y a des trucs, Maxime, ça me parle, il y a des trucs, Denis, ça me parle, et c'est à vous après de faire aussi vos tests pour voir ce qui fonctionne le mieux en fait pour vous. Tu vois. Et typiquement, j'ai envie de réaborder ce sujet-là, celui des objectifs, souvent on se pose la question, en fait, combien de mails les bizdev doivent envoyer par jour. Mais souvent, moi, j'ai envie de prendre la question à l'envers et de se dire combien de leads ils doivent générer par mois, tu vois. Prendre vraiment l'objectif, mais la finalité. Et après, je vais le décomposer avec mes ratios. Et là, en fonction du nombre de leads que je dois générer par mois, bah, je vais décomposer mes mails, mes coups de téléphone, mes messages LinkedIn, etc. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on peut le voir, quoi. Je vous mets l'article de blog des outils de lead gen en commentaire. Yes, merci pour les réponses en tout cas. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Est-ce qu'on aurait d'autres questions dans le chat? Comment te sens-tu, Lisa, là? Non, honnêtement, je pense qu'on est bon. Alors, Dernière petite question peut-être. S'il y en a qui en ont, n'hésitez pas. On a encore quelques petites minutes avant d'aller déjeuner. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je fais beaucoup de posts avec du contenu, des fois très souvent du contenu qualitatif, des fois du contenu putaclic. Et ouais, les gars, faut bien faire de la visibilité des fois. Mais suivez mon compte. J'offre aussi beaucoup de matrices de choses, d'articles, etc. Je vous conseille aussi de suivre Denis, là. On voit qui est intervenu avec de la visio, qui partage aussi du contenu très quali. Lemlist, on en a parlé. Guillaume, n'hésitez pas aussi. Il arrose pas mal les réseaux avec du quali. On a une question de Thomas, Pipedrive ou HubSpot, qui est une bonne question quand on parle de CRM. Denis, il adore cette question. Ah oui, il adore. Bah, Je Ouais. vais y répondre, Denis. Après, je te la vas-y, passe. vas-y, On oui, bien verra. sûr. Bah, souvent, moi, je vois 3 types de CRM dans les startups, Salesforce, Pipedrive ou HubSpot. Pour moi, Salesforce, ça fait sens quand vous êtes déjà une PME qui a besoin de dashboard, de compta, d'opérations, etc. Et en soi, pour les startups, moi, j'ai pas de préférence, quoi. Pipedrive, HubSpot, les deux fonctionnent très bien. Je sais que HubSpot a une version gratuite qui fait beaucoup de choses. Pipedrive coûte quelques dizaines d'euros par mois. Moi, perso, j'ai HubSpot. Mais je tourne très bien avec les deux. Après, Denis va nous donner son cas d'usage à lui. Je crois que tu n'as pas Drive, Denis, toi en plus, non? Ouais, nous, on a Pipedrive dessus. En fait, il y a deux choses entre Pipedrive et HubSpot et Salesforce. Salesforce, je te rejoins complètement sur le fait que c'est quand tu es une grosse boîte, quand tu as des business units, tu as différents pays, différentes régions, etc. Et tu as besoin d'énormément de reporting dans tous les sens. Là, globalement, tu n'as pas grand-chose. Enfin, en tout cas, là, HubSpot et Pipedrive n'arrivent pas à suivre, mais c'est vraiment pour les grosses boîtes. Après, quand tu es sur HubSpot, HubSpot, c'est un produit de marketing dans lequel ils ont ajouté du CRM. Et Pipedrive, c'est un produit de CRM. Donc, tu as beaucoup plus de fonctionnalités de HubSpot, mais ça veut dire que tu vas passer beaucoup plus de temps et que HubSpot a une stratégie de faire le maximum de fonctions à l'intérieur pour que tu restes dans HubSpot. Pour qu'en fait, au moment donné où tu n'es plus en perks gratuit, tu passes en perks payant. Et là, comme c'est des Américains et que, comme beaucoup de choses américaines, quand ça commence à piquer, quand tu commences à payer, ça commence à piquer sérieusement. Et d'ailleurs, un des réflexes souvent des gens qui ont HubSpot, c'est de dire je ne mets pas tout dans HubSpot, je ne mets pas toutes mes fiches dans HubSpot parce que sinon ça va me coûter cher. Donc je les mets à côté dans un Excel ou dans des Google Sheets, qui est un peu une aberration quand tu as un CRM. Et Pipedrive, c'est un truc qui est simple. Pareil, c'est comme HubSpot. Après, c'est vraiment des choix personnels. Pipedrive a l'avantage, à mon sens, de pouvoir se connecter plus facilement avec plein de solutions extérieures. Donc HubSpot, c'est plutôt tu es dans l'écosystème HubSpot. Et Pipedrive, ça t'ouvre la possibilité de pouvoir connecter différents outils de manière très simple. Lemlist est très, très bien intégré dans Pipedrive. Je dirais mieux que dans HubSpot, même s'ils sont intégrés dans HubSpot et dans Salesforce. Mais l'intégration de Lemlist avec Pipedrive, elle est vraiment assez ouf dessus. Mais après, franchement, c'est des questions de choix. Voilà. De toute manière, si ta boîte, elle performe, à un moment donné, tu pourras changer. Ça sera pas Aujourd'hui, ce n'est pas aussi loqué qu'à l'époque. Je veux juste revenir en 2 secondes sur l'histoire pour Nicolas. Donc, j'ai regardé ton domaine et je t'ai envoyé 2 liens. Je vous ai envoyé 2 liens. Le premier élément, c'est que dans ta configuration de SPF, tu as mis 2 fois une ligne SPF. Et donc, ça, ce n'est pas bon du tout. Et il manque absolument le démarque que tu dois configurer. Donc, le premier article que j'ai envoyé vous permet de suivre comment configurer. Il y a 3 choses tech à configurer absolument sur un domaine.
le SPF, le DKIM et le DMARC. C'est le premier sujet. Et le deuxième élément, je pense que sur ton domaine, je ne suis pas certain, peut-être que tu l'as fait, hein, mais vérifie que tu aies bien mis ton custom domaine dans l'Emlist. C'est hyper important. Si tu n'as pas mis ton custom domaine dans l'Emlist, ça veut dire que quasiment tous les utilisateurs de l'Emlist qui ne l'ont pas fait shoot et tu es repéré comme eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a fait des trucs de cochon, un des utilisateurs de l'Emlist qui n'a pas mis son custom domaine et comme toi, dans ce cas-là, quand tu shootes, tu prends aussi la mauvaise réputation de lui. Donc, il faut absolument faire le custom domaine dans l'Emlist. Voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse sur cet aspect-là. Oui, bien sûr. On a 2 questions qui sont sorties. Camille qui nous demande quand proposer le rendez-vous dans la séquence de mail. Donc, tu vois, typiquement, Camille, je pense qu'il faut aussi tester avec tes scénarios ce qui marche le mieux. Moi, je préconise en fait d'avoir des échanges, mais tu peux mettre tes liens de démo en 2, 3, 4. En soi, je pense qu'il faut que tu essayes en fonction de tes scénarios, en fait, tout simplement. On a Pierre qui nous dit Sendinblue ou l'Emlist. Donc en fait, moi, j'aurais envie de faire un peu le même feedback en disant que Sendinblue, c'est pour faire du marketing, c'est comme Mailchimp. Et l'Emlist, c'est pour faire de l'outbound. Après, les features Sendinblue ont pas mal évolué. Est-ce que ça fait de l'outbound, Sendinblue, Denis? Je ne suis pas sûr. Hein. C'est comme Non, Mailchimp, non. hein, c'est En fait, pareil. ouais, c'est ça. C'est des manières détournées. Ce sont en fait, toutes les solutions. Tu pars de, comme tu disais, Mailchimp, Mailgun, Mailjet, Sendinblue, Sarbacane. Toutes ces solutions-là sont des solutions d'emailing. Donc, avec ces solutions-là, c'est ce qui va te permettre d'envoyer 10 000 invitations dans la journée parce que tu fais un événement ou parce que tu as fait une levée de fonds et que tu vas annoncer à tout le monde, etc. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Tout ce qui va être dans les solutions de cold email comme Lemlist, QuickMail, Mixmax, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, pas Mixmax, c'est un autre nom. Bon, ça m'échappe, peu importe. Bon, tu as plein de solutions, Reply, Salesloft, etc. Ce sont des solutions pour faire du cold email et qui vont envoyer des emails à travers ta boîte mail. Mais par contre, la grosse différence, c'est que ça ne fait pas un shoot. Tu ne pourras jamais envoyer 10 000 emails avec une solution de cold email par jour. Ça va faire un shoot en laissant des délais entre chaque email que tu envoies pour avoir un comportement le plus proche de ce que tu fais en tant que commercial. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Donc, c'est vraiment 2 comportements différents. Et donc, la stratégie en général, c'est d'avoir une solution de cold email parce que tu as scrappé des données, que tu les as enrichies et que tu pousses parce que tu veux avoir un premier contact et que tu fais ton outbound. Et une fois que les gens se sont inscrits parce que tu as fait des landing pages, que tu veux faire de l'onboarding, de la newsletter, du nurturing, etc. Là, effectivement, tu vas être dans des solutions de Teams, Sendinblue, Mailchimp. D'ailleurs, tu peux ajouter HubSpot dans ce cas-là, parce que la version marketing de HubSpot fait ça. C'est-à-dire que tu fais ton nurturing avec HubSpot au départ. Donc, si tu utilises HubSpot… De séparer les mails et le marketing, séparer les sales et le marketing, en fait. Ouais. L'Emlist, c'est pour les sales. Sendinblue, c'est pour le marketing. Et après, oui, bien sûr, il faut bosser ensemble, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Les 2 ont des objectifs différents et les 2 peuvent très bien s'allier, quoi. Exactement. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? On n'a pas l'air mal, hein? On n'a pas l'air mal. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette démonstration. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour récupérer du contenu. On peut même poser des questions sur nos messages privés LinkedIn. Moi, je vous y répondrai avec plaisir. Mais vous avez vu, Denis est vraiment armé à la cause hein, parce qu'il fait du SAV de nom de domaine en direct live, en cas d'usage. Donc, n'hésitez pas aussi à le suivre. Il a du contenu qui est très qualitatif. L'incubateur HEC, moi, je suis montant. J'y passe tous les mois. Donc, ceux qui y sont, vous pouvez prendre des office hours avec moi. On prendra 1 heure pour parler que de votre projet et je vous donnerai des conseils qui peuvent être lead gen, management de bizdev, recrutement, sales, rendez-vous grand compte, peu importe, tout sur le bizdev. Et puis, Lisa, je te redonne la parole. Ouais, merci beaucoup à toi, Max, et puis à Denis de nous avoir fait l'honneur de te… Ouais, on t'emballe pas non plus. On va pas s'emballer. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt sur tous ces outils, cette utilisation des outils, etc. On pourra se refaire un webinaire beaucoup plus pratico-pratique, pourquoi pas avec Guillaume, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Emlist et Phantom Buster, Ouais. et voir un peu le parcours complet et des cas d'usage précis. Et Lisa, je ne sais pas si tu l'avais précisé, mais en fait, et moi je trouve ça quand même vachement bien parce qu'on en parlait l'autre jour, c'est que ça soit Phantom Buster, que ça soit Lemlist et que ça soit Drop Contact, ce sont des boîtes qui étaient au tout début de Station F. Donc on est arrivé dans la même situation que vous.
Tu vois, Guillaume, par exemple, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il a commencé une boîte dans l'incubateur HEC. Ouais. Les mecs, enfin, je ne sais pas si tout le monde est au courant dans les gens qui sont là, parce que là, il y a pas mal de gens, je pense, qui sont à l'incubateur. En fait, cette boîte-là, elle n'a pas marché. Et c'est comme ça que Guillaume a rencontré Vianney et François, les 2 développeurs, qui avaient une autre boîte aussi, qu'ils ont arrêté. Donc, ça a fait des rencontres. Et quand tu vois aujourd'hui où en est Lemlist, où en est Phantom Buster, bon, nous, on est un peu derrière quand même, hein, dessus. Mais je trouve ça vachement cool aussi de se dire, waouh, tu vois, c'est des boîtes dans l'écosystème qui ont commencé à Station F et c'est aussi beaucoup de rencontres et d'échanges. Et moi, je suis hyper fan de Station F et je suis hyper fan de l'incubateur HEC où je suis encore, mais là, on est tous en télétravail par rapport à la crise. Mais si tu veux, on a appris, tu vois, avec Maxime, on a appris, on s'est connus à, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Hein, ça fait un Bon, au petit moment. démarrage, ouais, c'est ça. Ouais, au tout démarrage, tu vois. Et donc, ça, c'est aussi des rencontres que permettent l'incubateur HEC. Et tu vois, on a appris à se connaître, on s'est posé plein de questions avec Maxime. J'ai déjà fait des conférences avec lui, il en a fait chez nous, tu vois. J'ai flingué des noms de domaine. Denis a sauvé mes noms de domaine. T'es pas le seul, Nicolas. Je fais le Ouais, malin, ouais. mais j'en ai flingué 3-4 moi aussi. Hein. Non, mais je trouve que tu vois, tout cet écosystème est absolument génial quand tu crées ta startup parce que tu es souvent un petit peu seul avec tes idées. Et justement, le fait que tu aies des interventions et des EOH au niveau de l'incubateur HEC qui, honnêtement, est celui, non, alors là, je n'aurais peut-être pas le dire, mais je ne sais pas s'il y a des gens de Station F. Mais par rapport à tous les incubateurs de Station F, en fait, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu n'as aucun autre incubateur qui fait intervenir autant de gens et d'experts extérieurs. Tu as un problème d'avocat parce que tu t'es pris la tête sur un sujet avec je ne sais pas qui, machin, etc. Putain, la semaine d'après, tu es dans un canapé en train de discuter avec des pontes d'avocats. Tu as un problème sur ton financement, sur ton deck, tu ne sais pas quoi faire. 3 jours après, tu peux avoir un ponte qui a eu une boîte qui l'a revendu X millions, etc. Donc, c'est hyper top, quoi. On aurait dû faire Maxime en plus. Hier, parce que la deadline pour postuler pour le prochain appel à candidature était hier, mais il y en aura plein d'autres puisqu'on recrute tous les 3 mois. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de profiter de tout ce dont Denis parle et essaye de vous décrire, même si les mots ne valent pas les vraies rencontres qui se passent à l'incubateur, n'hésitez pas à regarder nos différents réseaux sociaux. On est plutôt assez actifs, nous aussi. C'est quand même un bon vendeur, hein, Denis. Et tu as vendu l'incubateur HEC. Tu veux vendre MyBizDev aussi, Denis? Tiens, je m'en occupe après, t'inquiète. Oh, ouais. Mais là tu as fait toute la démo de vente, donc je ne vais pas me permettre de refaire une derrière toi, Maxime, sur MyBizDev. C'est vrai. Et les amis, la diffusion, on la mettra sur nos différents supports, mais en partie sur la newsletter de l'incubateur HEC. Je vous ai mis le lien dans le chat. Mais je pense que vous le voyez avec le ton de voix, c'est ça aussi la communauté. On fait des webinars, mais on discute, quoi. Et c'est vrai qu'à force, les boîtes qui sont là, on crée du lien et il ne faut pas hésiter à venir discuter parce qu'on est là pour répondre aux questions et avancer ensemble. C'est un peu l'idée, quoi. Ok, et du coup, notez, je vais me rapprocher des garçons, mais on va se le faire, ce petit webinaire Lemlist, Phantom Buster et Drop Contact. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, on pourra plugger d'autres intervenants. Mais suivez-nous du coup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et on vous sera informé de cette prochaine date. Maxime, merci pour tout encore. Nous aussi, on refera des interventions avec Max. On a l'habitude maintenant. Pour ceux qui sont à l'incubateur HEC, vous pouvez voir Max venir une fois tous les 2-3 mois en webinar et sinon tous les mois en office hour. Le prochain, c'est call calling. Voilà. Cool. Bon, merci à tous. Salut. Et à très bientôt. Bye bye. Merci pour l'invite. Salut. Merci. Bye.